Bonjour, Richard Azarnia. Bonjour. Euh, Ça me fait plaisir de vous rencontrer et puis de faire cet entretien pour comprendre un peu, parce que vous êtes un des fondateurs donc, de Future Armenian. Qu'est-ce qui vous a poussé, avec les cofondateurs, de vous lancer, de prendre cette initiative? Ouais, c'est important, parce que la raison pour laquelle on l'a lancé explique en grande partie les raisons pour lesquelles on est ici aujourd'hui, pardon, et qu'on a décidé de mettre en place cette assemblée citoyenne. Donc moi, à la base, ce qui m'a intéressé, c'est à deux niveaux. C'est un, le fait que ce soit orienté vers l'avenir. Mhm. Chose qui existe certainement. Il y a des penseurs, il y a des membres du gouvernement, il y a des ONG, d'autres acteurs de la société civile ou politique arménienne qui y pensent, mais où le centre du débat, l'unique focalisation du débat et l'objectif premier, moi j'en connais pas, en tout cas j'en connaissais pas à l'époque où on m'a demandé de participer, donc ça c'est une des premières raisons pour lesquelles j'ai accepté. Et qui est au cœur de la fondation de Future Armenia. L'autre raison, c'est l'expérience et le savoir qu'apportaient deux des autres cofondateurs, donc Noubar Afeyan et Ruben Bartagnan, qui, depuis 20-25 ans, œuvrent par le biais de plein d'initiatives, de projets, d'investissements et autres, à faire développer l'Arménie. Et ce que j'ai aimé, c'est que eux, avec tout ce qu'ils avaient créé, toute cette orientation qu'ils ont toujours eue vers l'avenir de l'Arménie, ont décidé qu'il fallait s'y prendre autrement, avoir une approche un peu différente. Ils avaient créé Armenia 2020 à une époque, il y a maintenant 20-25 ans justement, qui a eu des avancées considérables dans la manière dont certaines choses étaient faites, dans la manière dont certains projets ont été mis en œuvre. Mais ils se sont dit, voilà, on est aujourd'hui, encore une fois, et c'était un an avant la guerre la guerre de l'Artsakh, et déjà on s'est dit il fallait autre chose, il fallait faire autrement, et donc voilà, c'est le fait d'orienter vers l'avenir et le fait de trouver une autre façon de faire bouger les lignes et de s'orienter vers l'avenir, de ne pas être en permanence sur le tactique mais être sur le long terme et le stratégique pour construire une Arménie sereine, sécure et viable. Et cette assemblée citoyenne est un peu, le modèle est pris sur un modèle français, c'est une initiative française. L'idée de l'assemblée citoyenne, c'était votre idée aussi Alors, d'axer le futur arménien sur une assemblée citoyenne, c'est ça? si on veut être juste, l'idée remonte à nos amis grecs. Les Mhm. agoras d'Athènes étaient quand même très citoyennes. Alors Mhm. bon, c'est un autre monde, il n'y avait pas de femmes, etc. Mais je veux dire que dans la mesure de ce qui était considéré comme étant représentatif et participatif, c'était quand même extrêmement participatif. Pour des raisons diverses et variées, historiques, culturelles, démographiques, ça a été remplacé progressivement, et plus récemment, les 200-300 dernières années, par une démocratie plus élective, plus représentative. Et ce qui nous a poussé au final à ce format, c'est effectivement, on voit la résurgence de ce genre de format. Vous l'avez dit vous-même, par exemple l'Assemblée citoyenne qui a été organisée post-Gilets jaunes en France, comme manière de mieux comprendre, on va dire, de combler ce qui apparaît de plus en plus comme un manque ou un vide ou une incompréhension entre les dirigeants et les dirigés Mhm. dans le système maintenant classique de représentation nationale. Donc la France, entre autres, l'Union européenne aussi, l'Écosse, l'Allemagne sur différents sujets, pays très matures politiquement, avec une société civile très forte, très active, avec une représentation très ouverte et réellement, en tout cas philosophiquement démocratique, ont su comprendre tôt que c'était un outil intéressant. Alors, il y a de la manipulation aussi quelque part, certainement, une canalisation des colères aussi. C'est une bonne gestion de la société, on va dire, de prendre à leur compte ce genre de situation, de dire voilà, nous on a compris que le peuple se sent mal compris, se sent oublié, et ben on va essayer de distiller ce qui les inquiète, ce qui les dérange, pour ensuite calquer des politiques et des approches leur correspondant à leurs besoins. L'Arménie n'est pas un pays politiquement sophistiqué ou mature. Il y a 30 ans, l'Arménie de la diaspora, parce que nous, on s'est trop longtemps reposé sur les structures existantes dans nos pays qui étaient très matures.
et sans se soucier des structures en Arménie. Les Arméniens ici, qui évidemment n'ont pas eu droit à un système politique très structuré, qui n'ont pas une grande maturité politique, et surtout la crise ou les crises qui ont suivi la guerre de 2020 ont très bien montré les limites, qu'on le veuille ou pas, même d'une élection qui était libre et juste, hein, tout le monde le dit, personne ne conteste l'élection, c'est que tant de colère, tant de peur, tant d'inquiétudes ne peuvent pas être résumés en un vote « je suis pour, je suis contre ». Il faut une vraie discussion, il faut aller au fond des peurs, des craintes, des inquiétudes, des besoins. Il faut qu'elles soient entendues, il faut qu'elles soient dites déjà, dites. Et pas dans la rue quand on essaie de lyncher le président du Parlement, c'est pas ça. C'est dire vraiment, après ayant réfléchi ce dont on a besoin, qu'on les entende, qu'ensemble, on essaie de trouver des solutions. Quand il y a difficulté, il y a opportunité. Donc ces difficultés créent des opportunités aussi. Des solutions qui ensuite, en termes de politique ou en termes de projet ou d'initiative, peuvent être traduites de plein de façons différentes et peuvent être poursuivies et développées et mises en œuvre par plein d'acteurs différents. Il y a des choses qui peuvent être mises en place à un niveau très local, comme des choses qui requièrent on va dire une intervention nationale. Il y a des choses qui sont du domaine de la sphère privée, d'autres qui sont de la sphère publique, certaines qui dépendent plus de la sphère, on va dire, de la société civile. Donc il y a plein de choses qui peuvent être mises en œuvre. Nous, on voulait faire émerger ce dialogue, faire émerger cette union, parce que c'est une union. Le fait qu'on a mis dans nos comités d'experts, le fait que dans les tables qu'on a vues ici, dans les discussions, il y a des gens de cercles opposés politiquement, issus de cercles socio-économiques, politiques, culturels différents. Ils ont su se parler, sans peut-être toujours tomber d'accord, mais se parler, et en tout cas arriver à des positions communes, et pour que celles-ci puissent servir de développement à l'avenir de l'Arménie. Donc rien que ce dialogue-là, pour nous, c'est une énorme victoire. Et c'est, je pense, le début de beaucoup d'autres dialogues, à mon sens. Le fait d'inclure la diaspora, est-ce que c'est une nouvelle donne, c'est une complication de plus, étant donné que c'est une assemblée citoyenne, et bon, il y a citoyenneté, là, c'est admis dans un sens très large. Comment est-ce que les Arméniens d'Arménie, ils ont accepté ce fait d'inclure avec la même proportion des représentants de la diaspora? Alors, déjà, l'Assemblée citoyenne, on va dire que c'est en termes de vocabulaire celui qui est accepté. Mais pour nous, c'était plus une convention nationale dans le sens de la nation entière de l'Arménie comme nation. D'une. Ensuite, comment ils l'ont accepté, je ne sais pas. Je ne suis pas, moi, citoyen de la République d'Arménie. Et même si je l'étais, je ne suis pas résident. Donc, voilà, ce n'est pas juste une question de citoyenneté. Je pense que vivre ici, c'est ce qui compte. Et à l'inverse, il y a des non-arméniens qui vivent ici qui, à mon avis, devraient avoir voix au chapitre. Mais ça, c'est un autre sujet. Je pense, ça c'est mon avis personnel, moi j'ai un corps. J'ai des bras, des jambes, une tête, des oreilles. Est-ce que ça a du sens pour moi d'agir comme s'il me manquait un bras, deux oreilles et une jambe? Ça me paraît bizarre. Alors on peut, mais on a moins de force, moins de vitalité, moins de possibilités. Moi j'estime que la nation arménienne est une. Alors nous on peut en tant que diaspora se dire on se moque de l'Arménie. Moi je veux bien, mais qu'est-ce qui nous reste après? Nos mémoires, nos souvenirs, une langue qui se dissipe, une religion qui s'oublie, un génocide qui perd de sa pertinence? Ou alors je suis un Arménien, résident d'Arménie, et je me dis moi je peux faire sans la diaspora. Ok, qu'est-ce qui me reste? Quelques montagnes entourées d'ennemis qui veulent plus ou moins rapidement et à soit ma mort, soit se servir de moi comme zone tampon. Donc moi je dis, pourquoi se priver l'un de l'autre? Pourquoi perdre de notre vitalité? Pourquoi perdre de nos possibilités? Moi je rapproche ça peut-être par exemple, le fait que pendant des années, des siècles, la société s'est privée des femmes. La moitié de la société ont fonctionné à moitié régime. Donc moi je dis, on fonctionne tous ensemble. Cette Arménie nous importe tous. Le cœur de cette Arménie est ici, mais les membres de son corps sont partout. Et je pense que ça, c'est très très important. Et ensuite, à partir du moment où on veut que tous participions à la réflexion, au dialogue et aux efforts, il faut qu'on soit tous participants. Sinon, on ne peut pas arriver ni la diaspora à dire voilà ce qu'on pense, vous devriez faire, ni les Arméniens dire on a décidé de faire ça, maintenant vous nous aidez. Je pense que ce dialogue, ça doit être un vrai dialogue à travers les partis, à travers les cercles socio-culturels, socio-économiques,
à travers les géographies, à travers toute l'Arménité. Voilà. Et alors, le nom que vous avez retenu, donc Future Armenian, Abaka Gagana, donc il est orienté vers le futur. Hein. Mais alors, quand on dit futur, c'est quel futur? C'est à horizon de 5 ans, 10 ans, 20 ans? C'est futur dans quel... dans sa... Oui, oui. Pour quel horizon? Nous, on s'est donné 20 ans. Pourquoi 20 ans? Je pense que 20 ans, c'est quasi une génération. 25 ans, c'est une génération. Bon, à la vitesse les choses vont, aujourd'hui, c'est 3 ans une génération. Il y a Generation X, Y, Z, etc. Mais bon, on va dire c'est 20 ans, c'est une génération. Donc c'est l'Arménien qui n'est pas né ou qui vient de naître ou qui va naître, ainsi que l'Arménien qui aujourd'hui a 30-40 ans et qui sera au fait de son pouvoir et de sa stature dans 20 ans. À 50, 60 ans, c'est les dirigeants de société, c'est les dirigeants d'organisations, c'est les dirigeants de pays en général. Donc pour nous, c'est ça l'Arménien du futur. Mais évidemment, sur 20 ans, c'est un système c'est dynamique, c'est changeant, les circonstances externes changent, les circonstances internes changent. Et donc l'idée, c'est qu'évidemment, on ne fait pas un plan qui va se mettre en place sur 20 ans. C'est un objectif sur 20 ans qu'il faut faire évoluer régulièrement en continuant ces dialogues nationaux et internes en fonction des changements de circonstances, et où on met en face des idées, des projets qu'on fait développer et qu'on met en œuvre qui eux-mêmes vont faire changer la donne. On parlait de la population, de la démographie. Si par exemple on améliore cette donne-là, il faudra peut-être passer à d'autres façons de voir pour continuer sur cette donnée-là, sur cette lancée-là qui ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Donc oui, les grandes lignes sont sur 20 ans, mais les évolutions se feront par des cycles beaucoup plus courts, et nous interviendrons en tant que on va dire, réflexion et assemblage de toutes ces idées sur des durées plus courtes pour renouveler, mettre à jour et faire évoluer les besoins en fonction des circonstances. Donc oui, sur 20 ans, il le faut. Il faut qu'on se projette. N'oublions pas que les Azéris sont projetés sur 10 à 15 ans pour préparer la reprise du Nagorno-Karabakh. N'oublions pas un autre exemple, que la France s'est projetée sur 20 à 30 ans quand elle a mis en place son parc nucléaire et qu'on en a reçu les dividendes là, cette dernière année, quand on a vu tous les autres pays souffrir de par les évolutions des prix du gaz, etc., du pétrole, alors que la France en est beaucoup mieux sortie, parce qu'elle s'est engagée sur une longue durée, sur une vision générationnelle de son énergie, par exemple. L'Arménie devrait faire la même chose sur plein de sujets, sans pour autant perdre le fil de l'actualité et des besoins quotidiens. Et à quoi ça va servir cette convention? C'est-à-dire la finalité de Future Armenian, c'est quoi? C'est de la convention ou de Future Armenian? De Future Armenian, hein. En général. Est-ce que le but, c'est finalement de s'engager dans la politique? C'est d'être un think tank, d'être un centre de développement stratégique Alors oui, bonne question. Alors déjà, s'engager dans la politique, nous sommes engagés dans la politique. Dès que vous et moi on s'assoit à table, dès que deux personnes se rencontrent, c'est un moment politique. À partir de là, on s'occupe de questions politiques. En revanche, nous ne faisons pas partie de la politique de parti. Nous ne nous engageons pas dans des élections, nous ne supportons ou soutenons aucun parti politique. À la limite, nous, on encourage tous les partis politiques, et pas que les partis politiques, les gens dans la sphère privée, dans la société civile, dans les ONG, dans ce que vous voulez, de venir, d'échanger, d'apprendre, de nous enseigner, de nous faire évoluer, de partager et à terme de mettre en œuvre tout ce qui est proposé aujourd'hui par cette convention ou ces conventions qui vont suivre. Donc oui, c'est politique, mais c'est pas électoral, ça n'a pas de visée électorale. Mais si un parti veut s'emparer de ce que le peuple, ou une partie du peuple, une partie représentative du peuple dit, avec grand plaisir. Nous, en tout cas, on se positionne comme un mouvement, je dirais, infrastructurel. Nous, ce qu'on veut faire, c'est créer l'infrastructure pour le dialogue, l'échange d'idées, l'émergence de projets et d'engagements concrets pour arriver à ces 15 objectifs. Et donc on peut nous voir comme une plateforme ou une infrastructure. Et comme alors, le mot en français, j'y ai pas pensé, on en parlait tout à l'heure ensemble, a convener, ça veut dire un rassembleur. Voilà. Une infrastructure et un rassembleur, c'est comme ça qu'on se positionne.
Et c'est ce qu'on souhaite être. Et on est partant pour tous les participants qui veulent se joindre à nous, pour tous ceux qui veulent prendre une ou toutes nos idées, les idées qui émergent de ces dialogues, et s'en emparer, en faire ce qui semble bon. Nous, on aidera tous ceux qui veulent venir participer, et on aura toujours cette infrastructure qui servira de mine à idées, de mine à projets, qui ensuite pourront être développés par qui veut. Il y a des organisations arméniennes qui ont la prétention aussi d'être rassembleurs, comme l'Église arménienne, ou certains partis qui aimeraient bien se positionner comme rassembleurs, qui œuvrent en Arménie et puis dans la diaspora. Donc est-ce que ce nouveau mode de fonctionnement que vous avez mis en place, les élections, enfin l'utilisation du vote informatique, le numérique et d'organisation un peu les sélections, les votes par des programmes. Parmi les 6000 candidats, vous en avez choisi 200. Donc ce mode, c'est une nouveauté. Est-ce que, pour un point de départ, peut-être il n'y aura pas de concurrence, mais dans l'avenir, est-ce que les termes avec ces organisations qui ont aussi la prétention d'être rassembleurs ne se posent pas comme problème? Au contraire. Ce qui manque à la société arménienne, c'est le rassemblement, c'est l'union. Nous habitons tous les deux en France, il y a des centaines, des milliers d'organisations qui rassemblent différemment, à différents niveaux, autour de différentes thématiques, autour de différents sujets, mais il n'y a dans aucun pays structuré, mature que je connaisse, une unité, une structure, une méthode. Le monde monomodal où l'Église au XIIe siècle dominait le monde et qui a peut-être perduré un peu longtemps en Arménie, justement du fait de notre diasporitude, même si je ne peux pas le dire, c'est qu'on a eu la langue et la religion. Bon, la langue, ce n'est pas une institution, donc c'était la religion. Ensuite, on a eu l'Union soviétique, monomodale, très structurée, très pyramidale. Mais on vit dans un monde multimodal aujourd'hui. Il n'y a aucun monopole sur les esprits et les cœurs, pour reprendre une expression de la politique française. Non seulement ça n'existe plus, c'est pas réaliste, mais c'est malsain. Nous, on invite tous ceux qui veulent participer, tous ceux qui veulent à côté de nous, avec nous, même contre nous. C'est contre, je sais pas, nous, on représente pas grand-chose, nous, on essaie de faire émerger quelque chose. Mais s'ils sont pas d'accord, tant mieux, c'est ça un échange riche, c'est ça une culture riche, c'est ça une société riche de ces différences, mais avec une vision de l'avenir. Moi, je prendrais l'exemple d'Israël, où jusqu'à récemment, il y avait une concurrence et un dialogue social, politique, économique féroce, qui a fait toute la force, je pense, et qui a beaucoup contribué à la survie d'un pays qui, Dieu sait, il a été menacé de plein de façons et plein d'endroits. Aujourd'hui, Netanyahou est en train de briser quelque chose d'assez sacré, parce qu'il a réussi à tourner contre l'existence ou la manière dont Israël s'exprime, une partie d'Israël. Mais malgré cette concurrence féroce, et qui a enrichi, je pense, le dialogue, la politique, la vie et l'existence d'Israël, il y avait quelques lignes rouges que personne ne traversait. C'est-à-dire notre pays, notre culture, notre nation. Et je pense que tant on est très très clair là-dessus, que notre pays, notre culture, notre nation est sacrée pour nous tous, après, mais qu'on soit aussi violemment en désaccord, aussi grandement en concurrence, avec le respect, avec l'envie de contribuer à l'avenir de notre pays, notre culture, notre nation, et avec grand plaisir. C'est non seulement pas un problème, mais je pense que c'est sain. Donc on n'est pas les rassembleurs. On voudrait contribuer à rassembler, et je pense que d'autres le font très bien. Faisons-le ensemble. Merci, Monsieur Richard Hazarnia, pour avoir accordé cet entretien à Nord Harach. Merci à vous.